J'accorde la parole à l'honorable président du Parlement des étudiants pour l'ouverture de la plénière. Merci, honorable Anush. Honorable parlementaire, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour. Pour ouvrir cette plénière, nous allons commencer avec une nouvelle tranche confectionnée pour informer et former la population congolaise. Ça sera les grandes infos de la semaine. Nous allons donc vous donner les grandes lignes de ce qu'a été l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Et pour cette semaine, entre murmures d'ambition et grondements de justice, la République a traversé une semaine d'intenses dramaturges. Alors que s'annonce comme un orage dans l'attente les remaniements promis par le chef de l'État, les couloirs du pouvoir, ces peuples de courtisans, certains s'agitent pour prolonger leur règne, d'autres intrigués pour cueillir le fruit, pendant que d'autres voix s'élèvent pour réclamer plutôt d'abord un dialogue avant le gouvernement promis par le chef de l'État. Sur le front de Prétoire, la toche tremble. Le 31 juillet dernier, la haute cour militaire a réouvert le rideau de la pièce historique. Joseph Kabila, accusé des complicités avec la FCM 23. La haute cour a projeté l'audience dans une semaine pour la recherche de preuves à sa charge. Et à Washington, hier, la RDC et les Rwandais ont tenu la première réunion de prudence avec le comité de suivi de l'accord. Le regard sont fixés et les volontés testées pour voir que faudra-t-il pour la mise en œuvre de l'accord signé à Washington. Et à Kinshasa, la misère n'a plus droit aux scènes. Par une note circulaire, le ministre provincial de la Santé a interdit et banni que le corps de souffrants soit exposé sur les carrefours. Fini les expositions de détresse donc, place à l'orientation vers les centres dédiés dans chaque zone de santé pour la prise en charge de ces malades-là. Et pour conclure, la semaine de mémoire, ce 2 août, la République démocratique du Congo commémore les Génocaustes, un cri silencieux pour les âmes fauchées, l'hymne ardent pour que l'histoire enfin reconnaisse les victimes de barbarie commises en République démocratique du Congo. Et avant qu'on démarre cette plénière, l'annonce est tombée. Matata Pogno n'est pas disparu, il est en exil, c'est ce qu'a indiqué dans une communication le secrétaire général de son parti politique, Frank Lechamala. Voilà les grandes lignes de l'actualité en République démocratique du Congo. Comme annoncé, nous allons avoir un seul invité avec un seul point inscrit à l'ordre du jour. C'est le leader Fortiti Lushima, qui est président pays, coordonnateur national de l'urgence panafricaniste en RDC, qui nous fera honneur d'échanger avec nous sur la date du 10 août. On l'a annoncé, on célèbre les Génocaustes. Est-ce que c'est une commémoration ou une victimisation? Nous allons l'accorder 10 minutes pour nous faire son analyse de cette date historique du Génocauste dans ses origines, ses objectifs. Qu'est-ce qu'il faut que le Congolais retienne de cette commémoration? Ensuite interviendront les questions de parlementaires pour échanger avec lui. Je vous signale que nous avons l'honneur d'avoir sur ces plateaux un député élu du Sud Kivu, de Bukavu, qui pourra aussi, étant témoin de ces massacres, prendre parole pour placer un mot. Donc vous allez les découvrir tout à l'heure. Nous accordons donc la parole au coordonnateur national, M. Fortiti, pour son allocution. 10 minutes, M. Fortifi Lushima, pour votre allocution. Vous avez la parole, honorable. Au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de nos ancêtres méritants et au nom de gardien de la souveraineté congolaise, je vous salue, honorable parlementaire, honorable président et honorable membre du bureau.
Avant de commencer mon allocution, j'aimerais d'abord remercier le Parlement des étudiants pour cette invitation. Parce que pour moi, ces parlements symbolisent ou représentent la transition entre l'ancien Congo des élites complexées, corrompues et aliénées, et le nouveau Congo des élites décomplexées, attachées jalousement et maladivement à la question de la souveraineté, mais aussi au destin de grandeur de notre nation. Il m'a été aujourd'hui demandé de parler du Génocoste, parce que c'est important. Et avant d'entrer en profondeur des mathématiques, j'aimerais d'abord retracer l'histoire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le Génocoste, qui signifie en réalité les génocides pour des intérêts économiques, sans comprendre la trajectoire historique de ce concept, sans comprendre le contexte historique de ce concept. Et je rappelle que lorsqu'on parle du Génocoste, nous ne parlons pas que du génocide que nous subissons depuis 1994, mais nous parlons aussi du génocide que nous vivons depuis 1885. Vous n'êtes pas sans savoir que le Congo, depuis 1885, a été condamné de faire le choix entre deux destins. Le premier est celui d'être éternellement et définitivement le réservoir de minerais stratégiques des puissances mondiales, ce que nous sommes d'ailleurs malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et le second est d'être ou de devenir une puissance mondiale capable de relever le défi de l'Afrique et capable exactement d'imposer ou de faire rayonner notre voix au concert de nations. Mais il est malheureux de constater que depuis 1885, les puissances occidentales, je vais être beaucoup plus extensif en parlant de puissance mondiale, parce que ce n'est pas que les Occidentaux qui nous pillent aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle aussi de la Chine qui dépouille quelque part nos minéraux stratégiques. Et donc, depuis 1885, les puissances mondiales ont tout fait pour nous imposer le premier destin. Rappelez-vous, après la conférence de Berlin, le Congo a servi à l'entrée de l'ère industrielle mondiale. Et à l'époque, il fallait piller le caoutchouc pour fabriquer le pneu. À l'époque, il fallait nous intégrer à l'ère de l'automobile. Et donc, l'ancien roi, soutenu visiblement par les Américains à l'époque, avait instauré la terreur. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de ce qu'on appelle le caoutchouc du sang, où on a coupé nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères, nos ascendants, le main pour justement servir à la machine capitaliste, pour justement permettre aux Occidentaux de se positionner comme une superpuissance mondiale. Et c'est là que commence en vérité le premier génocide. Et ça a été fait avec la plus grande barbarie, avec la plus grande violence, avec la plus grande brutalité que le monde n'ait jamais connue. Et puis, il y a eu l'ère du nucléaire. Il fallait donner au monde, donner aux puissances mondiales, aux puissances occidentales, l'arme nucléaire. Et pour en avoir, il fallait venir au Congo, comme l'indiquait d'ailleurs le célèbre écrivain ou intellectuel que bon nombre d'entre nous magnifient, M. Albert Einstein, qui avait dit à M. Roosevelt de bien protéger les richesses du Congo, l'uranium du Congo, comme si ça appartenait aux puissances occidentales. Et donc, pour entrer à l'ère du nucléaire, le monde s'est servi de nous. Les puissances mondiales se sont servies de nous. Avec la plus grande barbarie, parce qu'il fallait faire travailler les enfants congolais, il fallait faire travailler nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères, comme toujours ça a été fait. Avec la plus grande barbarie, avec la plus grande cruauté. Et je vais avancer beaucoup plus pour permettre à ce que nous puissions justement être ajustés dans le temps. Et puis, il y a eu l'effondrement de l'Empire soviétique. Il fallait redessiner les cartes. Il fallait permettre aux États-Unis de rester la seule superpuissance dans le monde. Et donc, il y a eu un plan qui a été mis justement en exécution en 90 déjà, parce que les États-Unis, après avoir gagné la guerre froide, ils ont mis en place cette stratégie pour que ça puisse leur permettre de rester une superpuissance mondiale. Et donc, ils se sont servis du Rwanda, ils se sont servis de l'Ouganda,
pour agresser le Congo, pour nous imposer le premier destin, c'est lui d'être un simple réservoir de minerais stratégiques, c'est lui d'être une simple boutique des puissances mondiales. Et comme vous le savez, ils l'ont fait aussi avec la plus grande barbarie, avec la plus grande cruauté, avec la plus grande violence, parce qu'aujourd'hui nous comptons plus de 10 millions de morts, nous comptons plus de 500 000 femmes violées, nous comptons des territoires occupés, de villages brûlés et de familles déstructurées. Et donc, tout ça a incité justement les structures diasporiques et les structures locales ici du pays de faire intervenir ou de donner naissance au concept génocostes. Parce que nous avons compris que les puissances mondiales veulent nous imposer des statuts de simples réservoirs de minerais stratégiques avec la plus grande barbarie, avec la plus grande cruauté, parce que nous les voyons comment ils arrivent même à déchiqueter les femmes, parce qu'ils utilisent même la femme comme arme de guerre. Et parce qu'il fallait aussi, visiblement, comme vous le savez, entrer à l'ère de l'électronique en pillant notre coltan, en pillant notre lithium et en pillant toutes les richesses possibles pour permettre à ce que les États-Unis puissent rester en réalité la superpuissance du monde. Et donc, c'est dans ces contextes historiques que le génocide intervient. Mais le génocide intervient dans l'optique de l'introspection, dans l'optique de l'anti-victimisation, dans l'optique de l'autodétermination et dans l'optique de la volonté de puissance. C'est très important de rappeler les termes. Quand j'ai dit logique d'introspection, cela veut dire simplement que le génocide s'adresse en priorité aux Congolais. Le génocide s'adresse en priorité à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur. Le génocide n'est pas pour crier haro ou pour pleurer devant les instances internationales pour reconnaître le génocide congolais, parce qu'en vérité, nous le voyons qu'ils ne pourront pas le faire. On répondra aux questions lorsqu'il s'agira de nous prêter à l'exercice de questions-réponses. Et donc, le génocide vient pour dire aux Congolais, regardez ce que nous avons vécu. Regardez tous les crimes qu'on nous a fait subir. Regardez ce que le monde et comment le monde fonctionne pour imposer son statut de puissance. Et le génocide intervient pour préserver la mémoire collective. Parce qu'un peuple qui ne valorise pas ses morts, qui ne parle pas de ses morts, qui ne valorise pas sa souffrance, est un peuple qui tue sa conscience historique. Et le génocide vient pour questionner le Congolais. Pourquoi on doit définitivement rester la poubelle de l'humanité? Certains diront les punching balls de l'humanité. Et dans ce cadre-là, on parle de l'angoisse existentielle. Les génocides viennent faire comprendre aux Congolais qu'il y a deux peuples qui disparaissent. Il vous reste 3 minutes. Merci, honorable président. Les génocides viennent pour faire comprendre aux Congolais qu'il y a des peuples qui disparaissent, qu'il y a des pays qui disparaissent, et qu'il faut que nous puissions porter en nous cette angoisse existentielle, cette peur d'être dans le prochain jour, dans le prochain mois, dans les prochaines années, exterminés par les puissances mondiales parce qu'ils veulent nous imposer leur statu quo. Et le génocide intervient aussi, comme je l'ai dit, dans l'optique de l'anti-victimisation. On n'est pas là pour pleurer. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que le monde est conçu. Le monde, moi je le dis très souvent, que le droit international n'existe plus. Et le monde est régi par le rapport de force. Donc, lorsque vous avez de terres riches, il y aura toujours des entités qui viendront pour vous déstabiliser, pour avoir ce que vous avez. C'est comme ça que le monde fonctionne depuis la nuit des temps. Il y a eu des guerres en Europe, rapport de force, équilibre de force. Henry Kissinger en parle dans son livre La diplomatie. Et le génocide vient pour dire aux Congolais que si nous ne sommes pas capables de décider nous-mêmes de notre propre destinée, personne ne va le faire à notre place.
Si nous n'arrivons pas justement à faire asseoir une vision de grandeur, nous ne serons jamais respectés. Parce qu'il faut reconnaître, le Rwanda est aussi dans son rôle. Le Rwanda est dirigé par Paul Kagame qui fait partie de l'ancienne famille royale rwandaise qui pensait qu'il fallait conquérir le Kivu du Congo. Donc le Rwanda est bien dans son rôle. Donc ça vient nous faire comprendre cela. Introspection, autodétermination, anti-victimisation et volonté de puissance. Et en dernier lieu, le Génocode vient pour nous dire que si nous ne devenons pas une puissance mondiale, que si le Congo ne devient pas une puissance militaire, nous serons toujours la risée de l'humanité. Nous serons toujours moqués par l'humanité, utilisés par les puissances capitalistes. Donc, Génocide veut dire génocide pour des intérêts économiques. Il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus historique parce qu'il y a eu le premier Génocide depuis 1885, puis le deuxième génocide en 1994, ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, et ça vient interpeller le Congolais. Et moi d'ailleurs je dis pour terminer que le Congo n'est pas simplement en train de vivre un génocide, le Congo est en réalité en train de vivre un congocide. Parce que le but ce n'est pas simplement de tuer le peuple congolais, mais le but c'est de faire disparaître notre civilisation et de nous pousser à être justement l'esclave de toute l'humanité. Donc la solution, ou la seule manière pour le Congo de mettre fin au génocide des intérêts économiques, c'est de devenir une puissance mondiale. Et nous venons pour vous dire, honorables parlementaires, que si nous ne prenons pas conscience de ces enjeux-là, que si nous ne valorisons pas nos morts, que si nous ne parlons pas de nos souffrances, parce que la souveraineté c'est quelque chose de tragique, nous serons, pour les prochains jours, nous resterons définitivement, éternellement, le réservoir de minerais stratégiques de puissance occidentale. Et nous continuerons à pleurer chaque jour au lieu de bâtir et de construire notre nation. Donc voilà un peu mon allocution, que l'esprit de la critique et de la lutte soit sur nous tous. Les ancêtres ont parlé. Avant que vous ne partiez, une première question d'entre deux jeux. Vous pouvez dire aux Congolais c'est quoi les génocides? Parce qu'on répète un peu le mot, c'est pas tout le monde qui maîtrise la terminologie. C'est quoi un génocide? Comme ça, je n'ai pas voulu on revient sur les questions. Entrer dans la profondeur de la diffusion parce que je sais que j'ai devant moi de brillants étudiants, des brillants parlementaires étudiants. Le génocide veut tout simplement dire c'est un plan d'extermination intentionnel d'un peuple, d'une entité, par un autre. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un projet bien planifié, intentionnel, auquel les moyens justement sont appuyés pour exterminer une population, une tribu, on parle d'une ethnie, on parle d'une culture aujourd'hui. Et donc la convention d'ailleurs du génocide, la convention de l'ONU, a une multiplicité de définitions par rapport au mot génocide. Mais ce que je peux dire en gros, pour ceux qui sont en train de nous suivre d'ailleurs, qui ne sont pas assis dans des questions extrêmement scientifiques, le génocide veut simplement dire un plan d'extermination intentionnelle d'un peuple par un autre. Merci beaucoup, vous pouvez prendre place, on va prendre les interventions de parlementaires. Nous allons commencer par l'honorable Exaucé, rapporteur du Parlement des étudiants. Vous avez la parole pour votre allocution et l'honorable Duarte s'y prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Aujourd'hui, alors que nous évoquons les génocides, il est essentiel de rappeler que ces drames n'ont pas été l'œuvre du hasard ni les fruits d'un conflit interne seulement. Les génocides, c'est aussi la trace sanglante laissée par certains voisins venus tenter et s'aimer la mort, le chaos, le viol et les pillages sur notre territoire. Honorable Président, en 2005, la Cour internationale de justice a condamné le Rwanda à verser à la RDC 325 millions de dollars américains. Le Rwanda ou l'Ouganda? Plutôt l'Ouganda, en réparation des dommages causés. À ce jour, nous ignorons encore l'état exact de l'exécution de ces jugements. Mais au-delà de cette avancée partielle, il reste un silence dérangeant.
c'est lui qui entoure le rôle du Rwanda. Malgré les avancées partielles, il reste encore un silence, j'étais en train de dire, multiples agressions perpétrées sur notre territoire. Malgré toutes ces violations documentées dans le rapport Mapping, le Rwanda n'a jamais été poursuivi ni reconnu officiellement responsable. Au contraire, il réfute systématiquement toute implication et nous semblons nous contenter de ces dénis. Chers collègues, aujourd'hui encore, la RDC signe des accords de paix avec ces mêmes Rwandais, sans jamais évoquer la question cruciale des réparations dues au peuple congolais. Ma question à notre invité d'honneur est simple, concise, mais surtout fondamentale. Pourquoi notre gouvernement n'exige-t-il pas réparation pour ces crimes commis? Pourquoi semble-t-il éviter toute confrontation juridique avec un pays dont les responsabilités sont pourtant largement connues? Et est-ce par faiblesse, par stratégie ou par calcul politique? J'estime que notre dignité nationale exige une réponse claire. Nous ne devons pas parler de justice pour les Congolais tout en laissant impunis ceux qui ont versé notre sang. J'ai dit honorable président. Merci honorable exaucé. Vous pouvez répondre à chaud ou on prend une deuxième question? Vous pouvez répondre? Vous avez la parole pour donc réagir à cette question de la responsabilité du Rwanda, réparation. Vous avez la parole. La responsabilité du Rwanda, la question est beaucoup plus précise. Pourquoi le gouvernement n'exige pas de réparation à l'égard du Rwanda? Alors, je ne vais pas faire de la polémique, mais je veux simplement retracer le fait historique. Lorsque le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, il nous a fait comprendre que ce que le Congo vit depuis 1994 ne sont que de dommages collatéraux. Ce qu'il a dit lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc lorsqu'il arrive au pouvoir, il ne parle pas de génocide. M. Tshisekedi parle plutôt de dommages collatéraux. Ça veut dire qu'il y a deux parties qui s'épatent, qui s'entretuent, sans qu'il y ait véritablement un plan d'extermination. Et puis après, l'évolution des événements a fait que le gouvernement puisse avoir de conflits d'intérêts avec le Rwanda, de conflits d'intérêts avec M. Paul Kagame. Et le temps a commencé à durcir. Le chef de l'État a commencé justement à prendre une posture de celui qui défend, alors que nous étions en train déjà à l'époque de parler du génocide avec les structures diasporiques, on était dans la rue, on a été arrêtés pour cela, beaucoup de militants ont été arrêtés pour cela, mais le gouvernement n'a jamais été dans une optique de défendre déjà en priorité les intérêts de notre nation, de notre population qui était justement en train de subir ces affres du Rwanda. Alors, c'est par stratégie aujourd'hui ou c'est simplement parce que nous nous retrouvons en position de faiblesse? Je dis qu'il y a, à mon humble avis, un manque de connaissances accrues des subtilités géopolitiques de cette agression, de ce conflit. Parce que lorsque nous sommes allés à Washington, notre ministre des Affaires étrangères, que j'apprécie, elle est extrêmement brillante, elle a malheureusement subi ce qu'on appelle l'imposition du narratif rwandais. Je ne veux pas non plus la déresponsabiliser, mais il faut comprendre que lorsque nous sommes allés à Washington, c'est le narratif du Rwanda qui a été priorisé. Ça veut dire que... Priorisé comment alors que l'accord semble de part et d'autre écoutez, accorder les avantages honorable président, assez équivalents. Honorable président, lorsque Trump a parlé du conflit, ou lorsqu'on parle du conflit, lorsque toutes les nations parlent du conflit, ils disent qu'il y a deux parties qui s'entretuent. Il n'y a pas une partie qui agresse une autre. C'est comme ça qu'on parle du conflit de l'Est. On dit que les Congolais et les Rwandais sont en train de s'entretuer, raison pour laquelle les Rwandais ont mis les mesures défensives. On justifie l'agression ou l'intrusion fréquente de l'armée rwandaise sur notre territoire par un conflit d'intérêts entre deux parties qui se disputent. C'est ça le problème. Et donc le Congo n'a pas réussi dans ces accords à imposer le narratif congolais. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, il y a la résolution de l'ONU qui on avait parlé depuis très longtemps, mais cet accord a contourné la résolution de l'ONU en donnant plus de largesse
à toutes les deux parties. Ça veut dire qu'il y a le Congo qui soutient le FDLR pour, soi-disant, justement déstabiliser le Rwanda, ce qui est totalement faux, parce que lorsque vous lisez le livre des experts, Patrick Mbeko, Charles Nana, vous allez comprendre que le FDLR aujourd'hui n'existe plus. Ce n'est plus une force menaçante. D'ailleurs, l'ancien ambassadeur du Rwanda, M. Vincent Karaga, avait reconnu que le FDLR n'existe quasiment plus. Mais malheureusement, dans ces accords, nous avons reconnu l'existence du FDLR. Ce qui implique justement l'intrusion de l'armée rwandaise. C'est déjà la première. On n'a pas reconnu l'existence. On a dit qu'on va les localiser, le neutraliser éventuellement. Donc si sur terrain on arrive, lors de la mise en œuvre, on se rend compte qu'il n'y a pas de FDLR, tant mieux. Honorable Président, je sais que... C'est un autre avantage, vous ne trouvez pas? Je sais que dans le scénario de cette émission, vous faites bien l'avocat du diable. Non, pas mais du vous tout. savez, je vais vous faire réfléchir pour le bonheur de ceux qui nous suivent. Je sais que... Si vous dites vous-même qu'il n'y a pas d'FDLR en RDC et que le gouvernement, par stratégie diplomatique, dit ok, le Rwanda, tu dis qu'il faut que tu es menacé par les FDLR, d'accord, on va aller chercher les neutraliser, sachant qu'ils ne sont pas là. C'est une tâche facile pour nous alors. Vous savez plus mieux que moi que dans le droit international, lorsque un État agresse un autre, il n'y a pas de lecture, abusive. Lorsque vous agressez un autre État, d'ailleurs, l'autre État a justement la capacité et dans son droit justement de répliquer. Ce qui n'a pas été reconnu à la RDC. Qui lui a dénié? Non, on nous a imposé, on nous a envoyé au dialogue, parce qu'aussi nous avons des dirigeants qui ne maîtrisent pas la géopolitique, il faut dire le chose. On nous a imposé le dialogue, vous dites. Quel dialogue on nous a imposé? Vous avez une déclaration quand même très radicale. Il y a des questions qui sont suivies, vous ne me donnez pas... alors, veuillez chuter sur sa question. Vous ne me donnez pas la rage pour répondre aux questions une par une. Donc je disais que dans ces accords, Washington-Doha, on nous a imposé un narratif, parce que, je le dis, il y a une complicité interne, parce que, je le dis, il y a un manque de connaissance de la géopolitique. Et ce qui fait que, aujourd'hui, et c'est la première fois au monde, qu'un accord de paix soit signé sans qu'il y ait l'établissement d'une commission des réparations des justices. C'est horrible. C'est une humiliation, c'est une honte pour notre pays. Et je regrette lorsque je vois l'euphorie des dirigeants lorsqu'ils disent que nous avons signé le meilleur accord. Alors qu'il n'y a pas une commission, il n'y a pas de place pour les victimes, disons les choses. Et dans cet accord de Washington et de Doha, il n'y a pas de place pour les victimes de notre pays. Dans la déclaration de principe, on parle de la justice transitionnelle. On n'en parle pas? Sachant que l'accord de Doha n'est pas non plus encore signé. Lorsqu'il y a eu, trop cher honorable président, la fin du génocide rwandais, dans quelques semaines, je pense, il faut vérifier, l'ONU a directement établi ce qu'on appelle le tribunal de paix pour le Rwanda, TPIR à l'époque. Directement. Et pourquoi ce n'est pas fait pour le Congo? Bien sûr, parce que nous sommes évidemment en position de faiblesse, et parce qu'en vérité, ils le savent. Les puissances mondiales le savent. Si aujourd'hui on met en place un tribunal, et retenez ce que je suis en train de dire, si aujourd'hui on met en place un tribunal de paix international pour le Congo, pour la RDC, les multinationales occidentales, les financiers du Rwanda seront aussi jugés. Parce qu'il n'y a pas de crime de planification sans financement. Et comme ils savent qu'ils seront mis à la barre, ils font tout pour mettre la pression sur nous. Raison pour laquelle nous disons, tant que nous n'aurons pas mis en place une puissance de feu capable de faire respecter notre souveraineté, rien ne sera reconnu pour le Congo. En réalité, c'est ça, c'est la réelle politique. Je peux bien condamner le Rwanda, mais il faut reconnaître qu'il y a un génie intellectuel et stratégique au sein de l'élite rwandaise. Il faut reconnaître cela. Et que chez nous, il y a la faiblesse. Parce qu'on est beaucoup plus préoccupé à donner plus d'argent au Barcelone ou à Monaco au lieu de financer notre armée, au lieu de restructurer notre armée. Donc, il faut le reconnaître, une faiblesse étatique, un manque de connaissances, je veux dire, accru en géopolitique, raison pour laquelle, lorsque nous allons dans des négociations, on nous impose des narratifs qui ne sont pas le nôtre, et finalement, nous sommes les dindons de la farce. Merci beaucoup. Merci, honorable Fortifi. On va prendre l'honorable Blessing pour son allocution.
1 minute 30 secondes. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues. À la suite de la condamnation de l'Ouganda par la Cour internationale de justice, un fonds spécial de réparation a été mis en place afin de pouvoir indemniser les victimes des crimes de guerre commis sur les sols congolais. De ce fait, honorable Président, je souhaiterais que notre invité puisse nous éclairer à ces sujets. Quel bilan peut-on dresser à ce jour de ces fonds spéciales? Et quelle est sa réelle portée sur ces victimes, au profit de ces victimes, bien évidemment? Et aussi, récemment, nous avons... excusez-moi, une minute, je vais essayer de concrétiser. Par ailleurs, des graves accusations pèsent désormais sur la gestion de ces fonds. Plusieurs révélations, notamment dans le cadre du procès Constant Mutamba, laissent entendre que ces ressources servent à des utilisations bien autres que celles qui étaient prévues. Quelle est votre analyse de cette situation? Et quelles procédures ou encore moyens, mécanismes peuvent-on envisager à ce jour pour permettre à ce que ces fonds servent effectivement à ce dont il a été prévu, tant notamment la réparation de ces victimes? Je dis honorable Président. Merci honorable Blessing. Vous avez la parole pour rencontrer l'honorable Blessing au sujet, je crois, c'est Frivo. Ah, Frivao. Frivao, voilà, Ouais. Frivao. C'est toujours bien lorsque les femmes posent des questions, puisque dans notre société traditionnelle africaine, la femme était au centre de gravité et était justement, et l'est jusqu'à aujourd'hui, la matrice de l'humanité. Donc l'intelligence provient plus souvent de la gente féminine africaine. Frivao, un sujet très complexe. Malheureusement, dans un pays où il n'y a pas le réel respect du droit, nous sommes butés à réfléchir sur des questions comme celle-ci. Mais dans un pays sérieux, on ne polémique pas sur l'établissement d'un mémorial. On ne détourne pas le fonds destiné à la valorisation de notre mémoire. Lorsque le gouvernement, le président de la République avait signé l'ordonnance pour mettre en place justement cette institution, nous avons été tous contents de voir qu'à un moment donné, le gouvernement écoute la population et qu'il y a l'établissement d'une institution qui nous permet justement d'atteindre un but réel, qui est la valorisation de nos millions de morts. Mais malheureusement, les objectifs assignés n'ont pas été respectés dans sa globalité, dans sa fondamentalité. Parce que d'ailleurs, il faut rappeler que, raison pour laquelle je parle de manque de connaissances accrues de la géopolitique, parce que Frivao a été d'abord créé pour réparer les victimes de la guerre de 6 jours. C'était la priorité, évidemment, parce que il y a eu avant cela un précédent où nous avons vu l'armée ougandaise et l'armée rwandaise s'ébattre sur notre territoire. C'est quand même extraordinaire. Deux armées qui s'ébattent sur votre terre sans respecter votre souveraineté. Et donc le gouvernement à l'époque de M. Kabila avait mis en place un plaidoyer pour obtenir de réparation de l'Ouganda et du Rwanda. Malheureusement, ce n'est que l'Ouganda qui a payé et le Rwanda n'a pas été payé. Et je vous demande d'aller creuser et de réfléchir très fondamentalement sur cette question. Parce que le Rwanda aussi doit normalement payer les réparations. Parce qu'il faisait partie justement de ces armées qui nous déstabilisaient à cette époque-là. Donc l'Ouganda, après avoir négocié les prix à payer, parce qu'à l'époque on parlait de plus d'1 milliard, l'Ouganda a finalement payé, je pense, quelques centaines de millions de dollars. Et ces fonds ont été donnés au gouvernement. Il y a eu ce qu'il y a eu, la gestion n'était pas d'ailleurs bonne, parce que beaucoup d'ONG ont critiqué cela, il y a eu des rapports, d'ailleurs nos frères de Filimbi ont eu à manifester pour cela, ils ont rédigé des rapports pour accuser justement les gestionnaires de l'époque, pour l'accuser des détournements de fonds. Et ça doit encore nous interpeller.
Parce que nous passons tout le temps à critiquer le Rwanda, à critiquer la cruauté, la barbarie, normal, hein, des Paul Kagame. Mais lorsqu'il s'agit, de commémorer nos propres morts, de les honorer, de les valoriser, il n'y a presque plus de rigueur. Raison pour laquelle certains doutent de la sincérité du chef de l'État lorsqu'il dit qu'il veut honorer nos morts. Non, il est au palais du peuple en train d'honorer nos morts à travers les génocaustes. Ne dites pas qu'il n'est pas sincère. L'auditoire, je pense que l'auditoire s'est moqué de Non, non. votre, Non, le président est au palais du de peuple. votre propos. Mais Le président est au palais du peuple en train d'honorer et les morts dans le cadre les du rires de Génocauste. brillants étudiants, Si vous dites, les rires si de vous dites brillants qu'il n'est pas parlementaires, sincère, on dit beaucoup. c'est que peut-être il rit de Non, ce que vous dites. moi j'ai du apprécié ce président que de la le chef de République. l'État a dit aujourd'hui, hein, je l'ai suivi. Oui. J'ai quand même apprécié. Parce Mais alors, que comment il a vous pouvez suivi. dire qu'il n'est pas sincère? Non, C'est quand écoutez, même, un qualificatif très fort. laissez-moi terminer. Je n'ai pas dit. J'ai dit que certains doutent. C'est important de prendre à mot. Sauf ce vous que alors. ce que je Certains prononce. doutent, vous n'êtes pas dedans. Quand je dis certains, je parle de ceux qui doutent. Ah, vous ne doutez pas. Ça, c'est très bien, ça me rassure. Vos conclusions sont trop hâtives. Donc je disais que j'ai apprécié le discours du chef de l'État lorsqu'il a dit que nous n'attendrons pas que les puissances mondiales, les instances internationales puissent reconnaître nos morts, nous allons le faire nous-mêmes. Mais, je l'ai toujours dit, la politique ne s'est fait pas avec des bonnes intentions. La politique s'est fait avec une vision, avec de l'action. Quelles sont les actions entreprises? Oui, Frivayo. Quel a été le suivi apporté à ces processus? Bon, on nous dit que le monsieur qui a détourné a été arrêté puis relâché. Il y a encore bon nombre de questions là-dessus. Donc, on doit comprendre, et c'est ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, très chers parlementaires, qu'on ne badine pas. On ne plaisante pas avec des questions qui s'intéressent au passé, au présent et au futur d'un peuple. On n'a jamais entendu un juif avoir détourné le frais donné pour la Shoah. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais lorsqu'il s'agit de nous honorer nous-mêmes, parce qu'en vérité l'initiative doit venir du gouvernement, mais ça n'a pas été fait comme cela, et je le regrette. Parce qu'aujourd'hui je ne veux pas que le service de renseignement militaire puisse encore me cibler. Donc je parle avec retenue parce que je suis aussi devant des brillants parlementaires. Donc aujourd'hui on comprend qu'il y a une déresponsabilité, ou on va dire l'irresponsabilité criante du gouvernement s'agissant de ce point-là. Et ce que nous proposons, et ce que nous l'avons déjà fait, parce que nous disons qu'il faut mettre en place un laboratoire d'intelligence stratégique. Ces laboratoires d'intelligence va permettre à ce que nous puissions réformer nos services de renseignement, militaires et financiers. Oui, on parle de l'IGF, bon, il y a aussi des rapports qui sont sortis. On a vu le ministre Moutamba mentionner le gestionnaire de cette institution, les anciens gestionnaires de cette institution, ce qui pose déjà problème et ce qui nous pousse à nous questionner là-dessus. Donc, les laboratoires d'intelligence scientifique, intelligence stratégique, va nous permettre justement de mettre en place, de restructurer, de discipliner nos services de renseignement pour que ces derniers puissent bien suivre le fonds alloué aux questions qui intéressent notre mémoire collective. Parce que même les puissances occidentales, même les instances internationales sont surprises. Comment est-ce que ces gens badinent, blaguent avec leur propre mémoire? Et donc, il faut mettre en place ces laboratoires d'intelligence stratégique qui va reformer nos services de renseignement militaire et financier. Et cela va nous permettre de régler le petit problème, de prévenir aussi. Mais cela doit partir de la tête. Parce qu'on dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Le chef de l'État doit mettre en place une vision de grandeur, doit lui-même aussi quelque part faire le suivi, la rigueur, l'efficacité de l'État, parce qu'en réalité, c'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant de la mémorisation ou de la préservation de notre mémoire collective. Et il doit justement remplir sa responsabilité. Et dire cela ne veut pas dire que j'insulte
le chef de l'État, mais dire cela, c'est que, comme un citoyen, j'exige de mon gouvernement plus de responsabilité, plus d'efficacité et plus de rigueur. C'est tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup. On va convier l'honorable John pour son allocution. Très rapidement. Vous avez la parole, honorable John. Merci de la concession de la parole, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, honorable président, se souvient. Elle se souvient, honorable président, de ses fils et filles fauchés par des guerres à répétition. Elle se souvient de millions de vies innocentes brisées, honorable président. La République démocratique du Congo, notre pays, honorable président, se souvient de ces femmes violées, des enfants enrôlés et des villages rasés. Nous appelons ce drame, honorable président, Genècoste, un mot qui fusionne génocide et coup, parce que, honorable président, il ne s'agit pas seulement des massacres, c'est aussi un pillage méthodique, parce que, honorable président, il est important de souligner devant cette auguste assemblée que commémorer le Genècoste de la République démocratique du Congo, honorable président, ce n'est pas pleurer pour pleurer. Commémorer, honorable président, c'est refuser d'être une victime perpétuelle. Les Genècostes, honorable président, est la preuve tragique de notre faiblesse passée. Mais c'est surtout l'alarme d'un avenir à refuser, celui d'un peuple à genoux, dans un monde aussi brutal. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, le monde n'écoute pas le faible, il écoute le puissant. Et si notre histoire, honorable président, ne fait pas frissonner de grandes puissances, c'est tout simplement parce que les grandes puissances ne savent pas écouter les cris de ceux qui sont faibles. Parce qu'ils savent, honorable président, que malgré le nombre de cris que nous lançons, celles-ci ne sont jamais suivies d'actions stratégiques. Nous avons trop souvent pleuré, honorable président, et tout ça en vain. En vain, pourquoi? Parce que nous sommes toujours faibles. Honorable président, chers collègues, messieurs Fortiti, permettez-moi, Fortifi, permettez-moi de massacrer votre nom. J'ai une question. Excusez-moi. J'ai une question pour vous. Au-delà de la commémoration, que doit faire concrètement la République démocratique du Congo, notre pays, pour faire de notre mémoire, bien évidemment, une transformation et une puissance nationale? Nous avons dit honorable. Merci, honorable John. Vous pouvez rencontrer sa question et l'honorable Duarte se prépare. Que doit faire notre pays pour préserver cette mémoire collective? Et que doit-on faire dans un monde où les plus puissants détruisent le plus faible? Malheureusement, nous parlons depuis très longtemps, mais nous avons des élites politiques, parce qu'il ne faut pas simplement être incarcéré dans une logique anti-gouvernementale, mais c'est un problème d'élite. Nous avons une élite qui pense, elle aussi, que le Congo est une boutique de puissance occidentale. C'est ça le drame de notre pays. Nous avons des politiciens qui pensent que le Congo est une boutique de puissance occidentale. D'ailleurs, à l'époque, il y a des opposants qui disaient à l'ancien médiateur Eden Kodjo, lorsqu'il s'agissait de mettre en place le dialogue, il disait à Eden Kodjo que faites attention, monsieur Eden Kodjo, le Congo est le jardin des États-Unis. Déjà à l'époque. Ça prouve quand même comment notre élite politique actuelle réfléchit. Raison pour laquelle je dis que ces parlements représentent pour moi la transition entre l'ancien Congo des élites complexées et le nouveau Congo des élites attachées jalousement à la souveraineté et au destin de grandeur de notre nation. Ce que nous proposons est simple. Nous l'avons dit depuis 2 années. Il faut mettre en place un laboratoire d'intelligence stratégique
qui va s'articuler sur 5 domaines. Le domaine des affaires, parce qu'il faut récupérer et transformer nos propres richesses en faisant justement la promotion des entrepreneurs locaux. Le deuxième domaine, le domaine de la guerre, parce qu'il faut mettre en place une armée dissuasive puissante, capable justement de repousser les agressions extérieures, parce que sans une armée, vous ne pouvez pas faire rayonner votre voix. Vous ne pouvez même pas commémorer. Parce que comment vous allez commémorer lorsque Bunagana est occupé? Parce qu'il y a des gens à Bunagana qui veulent commémorer. Mais ils n'ont pas cette possibilité-là parce qu'il n'y a pas d'armée capable de protéger nos populations. Et à l'époque, nous avons proposé la mise en place ou la convocation des États généraux de la défense nationale. Ça fait longtemps que nous disons que notre armée est déstructurée, infiltrée, mais on n'a jamais pris le temps pour réfléchir sur comment la désinfiltrer, sur comment la restructurer. Notre armée n'a même pas une doctrine militaire. C'est incroyable. C'est honteux. Une armée qui n'a même pas de doctrine militaire, ça n'existe pas. Et donc avec une armée comme ça, vous ne pouvez pas vous positionner dans ce monde de puissance. Donc nous avons proposé à l'époque la convocation des États généraux de la défense nationale. Et puis le troisième domaine, le domaine de la diplomatie. Nous avons aujourd'hui des acteurs politiques qui ne comprennent pas le fonctionnement des enjeux mondiaux, qui ne comprennent pas le fonctionnement des enjeux géopolitiques. Ils sont tous incarcérés dans la logique où Washington, Paris, Bruxelles, ce sont le centre du monde. Alors qu'aujourd'hui, il y a un monde multipolaire qui est en train de refaire surface. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut réfléchir sur le domaine de la diplomatie, parce que dans le domaine de la diplomatie, nous aurons la possibilité de mettre en place une politique extérieure, multipolaire. Les Congos n'ont pas une véritable politique extérieure. C'est ça le défaut. Et il faut réfléchir aussi sur le domaine de la bonne gouvernance. Chuter. Ouais, je chute. Dans bonne gouvernance, il faut mettre en place une politique qui va nous permettre de redistribuer équitablement nos richesses nationales. Il faut mettre en place une politique qui va permettre à nos inspecteurs financiers de combattre la corruption. Et cela n'est pas encore fait avec une vision de grandeur. Et en dernier lieu, il faut mettre en place, justement, dans ces laboratoires d'intelligence stratégique, réfléchir sur le domaine de l'éducation de masse. Parce qu'il faut former politiquement, géopolitiquement nos citoyens congolais. Ils doivent comprendre à quoi le Congo fait face depuis 1985. Et on doit former nos jeunes, nos enfants à préserver l'héritage culturel, politique, économique que nous allons bâtir après justement les rapports qui sortiront ou le plan qui sortira de ce laboratoire d'intelligence stratégique. Donc c'est ça notre solution, parce que nous ne sommes pas au pouvoir malheureusement, nous ne pouvons pas le faire, on peut simplement le mettre dans un programme gouvernemental. Quand les ancêtres nous diront un jour ou nous susurrons à l'oreille de prendre l'échelle institutionnelle, nous le ferons peut-être. Vous parlez avec les ancêtres, vous dites? Je dis que vous avez votre grand-père, vous avez votre arrière-grand-père, et si vous mentionnez son nom, c'est aussi une sorte de continuation idéologique, une sorte de continuation des discussions. Parce que Macron parle de Napoléon, il n'y a pas de problème, il parle de De Gaulle, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'un Africain parle de Timo Kimbangu ou de Lumumba, on les traite d'animistes. Il faut quand même qu'on puisse aussi réparer la guerre de vocabulaire que nous subissons de l'Occident. Donc, voilà notre solution. Il faut mettre en place un laboratoire d'intelligence stratégique. Cela va nous permettre justement de régler les problèmes fondamentaux de la nation. À ces sujets, comment se met en place ces laboratoires? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que des experts, des élites se rencontrent dans un forum pour échanger? C'est ça ce que vous dites? Exactement, parce que il y a aujourd'hui, je pense que je l'ai rencontré il y a un mois, M. Didier Momengi, qui est aussi dans une même logique. Il faut rassembler les scientifiques, les experts, pour en parler, parce que, je précise simplement pour terminer, je vois beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qui veulent intégrer le prochain gouvernement ou faire partie du prochain dialogue.
on doit retenir que le prochain dialogue, le prochain gouvernement sera le tombeau de l'actuelle classe politique. Parce que cette classe politique, elle est déjà désapprouvée au sein du peuple. Et ceux qui intégreront le prochain gouvernement, ceux qui intégreront le prochain dialogue, vont mourir avec cette actuelle classe politique. Ça, c'est une prophétie, je pense. Ce n'est pas une prophétie, c'est un diagnostic d'un intellectuel qui réfléchit depuis de nombreuses années sur sa nation. Et la prophétie, je la laisse à Simon Kimbam. Merci. Merci beaucoup. J'accorde la parole à l'honorable Duarte pour son allocution et l'honorable Miradi se prépare. Merci, honorable président, de nous avoir octroyé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, les génocides, c'est les prix que paye une nation déchirée par la haine, lorsque les silences du monde pèsent plus lourd que les balles. Plus de 6 millions de morts en RDC, de familles anéanties, de terres pillées, de générations sacrifiées, et pourtant l'indifférence persiste. Alors que la paix est victimocentrique, les génocides ne se présument alors que la paix est victimocentrique, les génocides ne se présument, ils dépendent d'un certain nombre d'éléments. Pour ce faire, je souhaiterais inviter notre invité d'honneur à bien vouloir apporter des éclaircissements sur de préoccupations suivantes. Primo, quels sont les mécanismes envisagés pour l'identification de faits constitutifs du génocide ainsi que pour la reconnaissance officielle de victimes? Dans l'hypothèse où, ça c'est la deuxième préoccupation, dans l'hypothèse où les États étrangers impliqués refuseraient de reconnaître leurs responsabilités et que par conséquent, ils refusent également de procéder à la réparation, quelle instance ou quel dispositif allons-nous prendre en charge pour l'indemnisation des victimes? Je vous remercie. Merci, honorable Duarte. Vous avez la parole, monsieur le coordonnateur national, pour nous fixer les victimes qu'on doit réparer, qui les identifie. Voilà. Je commence par la deuxième question, ça me permettra de répondre rapidement à la première question. Alors, que devons-nous faire si les puissances extérieures ne reconnaissent pas cette démarche d'identification ou de reconnaissance de notre génocide? Même dans ces droits internationaux qui n'existent plus, il y a ce qu'on appelle l'autodétermination de chaque peuple. L'autodétermination veut dire simplement que chaque peuple a le droit de décider lui-même de sa propre destinée. Donc, lorsque l'extérieur ne vous reconnaît pas comme des humains, parce qu'en vérité c'est ça, tellement qu'on banalise la vie d'un Congolais, tellement qu'on piétine notre souveraineté, tellement qu'on piétine la dignité de notre peuple, ils ne veulent pas reconnaître cela. Parce que reconnaître cela le poussera justement à nous considérer comme une nation, alors que l'Occident ou les puissances extérieures nous considèrent comme une terra nullius. C'est ça la vérité. Donc, s'il n'y a pas, et d'ailleurs ça n'a jamais été ma logique, parce que pour moi les génocides, ce n'est pas pour demander aux internationaux de reconnaître ce que nous vivons nous-mêmes ici sur notre territoire, c'est notre devoir à nous, je pense que le chef de l'État l'a dit aussi. S'ils ne le font pas, s'ils font preuve de surdité, s'ils font preuve de cécité, nous devons être dans la nécessité de faire les choses par nous-mêmes. Et je pense que le FONAREV quand même le fait, même s'il y a des distances critiques à y apporter. Maintenant, quel mécanisme? Je pense que cela relève aussi de la responsabilité de notre gouvernement. Raison pour laquelle, à la première question qui a été posée, j'ai parlé déjà du suivi ou de la rigueur qu'on doit avoir dans le traitement de ce dossier. C'est le premier point, la rigueur, le patriotisme, l'esprit sacrificiel aussi.
Parce que dans la rigueur, dans l'esprit sacrificiel, dans l'esprit patriotique, on arrive justement à prioriser ces genres de questions. Parce que si on donne plus de moyens, si on est plus rigoureux avec les FRIVAO ou les FRIVAO, nous aurons des bons résultats. Cela va permettre à ce que nous puissions identifier véritablement les victimes. Et associer aussi ceux qui se battent depuis très longtemps sur ce sujet, pour ce sujet. Il y a le docteur Mukwege, un excellent docteur, qui répare le femme, même si je n'aime pas ce terme, réparer le femme, qui en parle et qui a pu traiter plus de 5000 femmes, psychologiquement, matériellement, physiquement, financièrement parfois. Et il faut associer ces genres de personnes. Mais tout ça doit se faire dans la sincérité. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement populaire à l'égard d'un gouvernement s'il n'y a pas de sérieux, s'il n'y a pas de sincérité. Veuillez chuter, s'il vous Donc, plaît. si nous agissons dans la sincérité, nous associons les partis ou les structures qui se battent depuis très longtemps pour ce dossier, je pense, en mettant aussi plus de moyens dans le FIVRAO, plus de rigueur dans le FIVRAO, plus de patriotisme dans le FIVRAO, on arrivera justement à régler ces problèmes. Merci beaucoup, honorable Miradi, pour votre allocution. Et l'honorable Aridja va se préparer pour clôturer ces chapitres de questions. Je tiens à remercier le bureau pour l'octroi de la parole, laquelle me permet de contribuer à cette réflexion d'intérêt général. L'honorable président, l'honorable membre du bureau, chers collègues, comme l'a dit Elie Wiesel, rescapé de l'Holocauste, ne pas parler c'est être complice. Pendant plus de 2 décennies, le génocide congolais, ce génocauste, s'est déroulé dans un abandon quasi total. L'État, pourtant détenteur de l'obligation de protéger ses citoyens, a laissé ces derniers exposés à de la barbarie. Des femmes violées, des enfants massacrés, des villages ravagés, des vies brisées. Et jusqu'à présent, aucune action institutionnelle à la hauteur de ce qui a été fait. Je dis en cela que cette carence étatique n'a pas seulement prolongé les souffrances de ces derniers, elle a contribué à la destruction progressive de notre mémoire nationale, pilier fondamental de toute reconstruction collective. Joseph Staline disait à 100 ans que la mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million une statistique. Mais derrière chez les chiffres, il y a des visages, des mères qui pleurent leurs fils, des survivants qui sont dans le silence, des regards éteints. Honorable Président, la création du FONAREF a certes apporté un début de réponse, des soins médicaux, un accompagnement psychosocial et quelquefois des tentatives de réinsertion économique. Mais sans reconnaissance politique, sans poursuite judiciaire significative et sans réparation intégrale, peut-on réellement parler de justice? C'est dans ces cadres précis que je pose 3 questions fondamentales à notre invité ici présent, M. Bouchima. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour garantir une reconnaissance juridique officielle sur le plan international du Génocauste comme génocide? La première question, la suivante. Comment justifier l'inaction prolongée de l'État face à la souffrance des victimes quand son rôle premier est de protéger et de réparer? La seconde. Et pour finir, le FONAREF peut-il dans ce contexte d'oubli organisé être considéré comme un véritable modèle de réparation de victimes? J'ai dit. Merci honorable Miradi. Monsieur le coordonnateur pour répondre. Désolé mon frère, honorable parlementaire, j'ai été dans mes écoutes lors de la première question, donc je ne l'ai pas très bien saisi. Je commence avec la deuxième, le temps pour moi de... Alors, comment expliquer l'inaction prolongée du gouvernement congolais? Je pense que je l'ai dit à l'entame de mes propos.
qu'il y a un manque de rigueur, un manque de sincérité, un manque de vision de grandeur, un manque de volonté de puissance. Face aux autres peuples, je ne le dis pas, parce qu'on a souvent l'occasion de rencontrer les Russes, les Chinois, les Iraniens, on ne le dit pas. Mais lorsqu'on est en interne, il faut qu'on en parle quand même. Lorsque vous prenez la latitude de récupérer des génocidaires, de rebelles qui ont contribué justement au génocide d'aujourd'hui, ça prouve quelque part qu'il y a un manque de sincérité. Je ne vais pas être dans les attaques à dominem, mais il faut quand même citer des noms pour que ça me permette d'être beaucoup plus précis. Monsieur Jean-Pierre Bemba, par exemple, qui est aujourd'hui ministre de Transport. Non, on n'allait pas dans les attaques personnelles. Non, c'est pas des attaques personnelles, je retrace de faits. Si vous avez peur que je puisse parler de faits... Je vous dis juste cette tribune ne permet pas qu'il y ait des attaques personnelles envers les autorités, c'est un ministre en fonction, membre du gouvernement, donc nous ne permettons pas qu'il y ait des attaques personnelles. Un ancien rebelle, vous le savez bien pourquoi. Un ancien rebelle qui a mis en place l'opération Effacer les tableaux, qui a assassiné des pygmées, se retrouve aujourd'hui ministre des Transports. Ça doit nous interroger sur la sincérité, la vision du gouvernement. Bien sûr qu'il y a des calculs politiciens, il y a les mathématiques politiques, mais il faut quand même qu'on réfléchisse aussi froidement sur cette question. Raison pour laquelle je parle d'un problème d'élite. Il faut qu'on réfléchisse aussi profondément sur ça. Donc l'inaction du gouvernement est expliquée par un manque de vision, parce que je suis quand même de ceux qui pensent, je vais être beaucoup plus indulgent, comme le préfère l'honorable président, je pense quand même que le chef de l'État actuel a de bonnes intentions. Il a quand même des bonnes intentions, il veut faire des choses. Mais en politique, ce qui compte, c'est l'action. En politique, la volonté ou les intentions, c'est le carburant. Mais la vision et l'action, c'est le volant de la voiture. Et c'est ça qui manque criamment au sein du gouvernement. Donc l'inaction est expliquée par le manque de sincérité, le manque d'organisation, le manque de structuration, le manque de vision de grandeur. Parce que pour diriger un pays comme le Congo, il faut avoir une vision de grandeur et une volonté de puissance. Si vous voulez être un simple dirigeant, dirigez la mairie, dirigez une ville, dirigez une province. Si vous voulez diriger un pays comme le Congo, vous devez savoir qu'il y a un danger existentiel, qu'il y a des entités qui ne vous laisseront jamais tranquille, il y a même des entités qui tenteront de vous assassiner. Et si vous prenez compte, si vous prenez conscience de cette responsabilité, vous allez bien gérer le pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Certains ont peur de la mort. Maintenant, troisième question. Fonaref, est-ce que c'est le véritable modèle? Je pense foncièrement, profondément, viscéralement que le Fonaref a quand même fait beaucoup de choses. Et lorsqu'il s'agit de millions de morts, on ne polémique pas. Je ne vois pas les Juifs polémiquer entre eux lorsqu'il s'agit de parler de la Shoah. Je ne vois pas les Arméniens lorsqu'il s'agit du génocide arménien polémiquer entre eux. Et lorsqu'il s'agit de notre génocide, on doit avoir une posture de responsabilité. Le Fonaref est en train d'abattre un travail. Bien évidemment, il y a encore des choses à faire. Il y a un grand chemin à faire. Aujourd'hui, nous voyons que certains acteurs sont associés. Certains acteurs de la société civile sont associés. Mais il faut encore faire plus. Il faut associer plus de gens. Il faut plus vulgariser. Parce que je l'ai vu sur les ondes. Et je salue le directeur de la chaîne. J'ai quand même été choqué de voir qu'aujourd'hui, le 2 août, qu'il y ait la diffusion des musiques obscènes. Dans un pays sérieux, il y aurait eu une posture qui prouve au monde. Lorsqu'il s'agit de parler de la Shoah, les Juifs ne plaisantent pas. C'est une journée morte où on parle que de ça. Il y a une multiplicité de documentaires sur cela. Et les chaînes congolaises, qui doivent être accompagnées bien évidemment par le gouvernement, doivent faire ce travail. Il n'y a même pas un documentaire, excusez-moi, véritable, profond, sur les génocosts. Donc, je dis que le Fonaref est en train d'abattre un grand travail. Ne le sous-estimons pas.
Mais il faut faire plus. Parce que lorsqu'il s'agit d'une nation grande comme la nôtre, puissante comme elle doit l'être, il faut plus de responsabilités, une vision de grandeur articulée autour d'une volonté de puissance. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Nous allons prendre la dernière question. C'est l'honorable Aridja, questeur du Parlement des étudiants, qui va poser la dernière question et on pourra chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués parlementaires. L'un des enjeux fondamentaux du Génocost, demeure sa reconnaissance sur la scène internationale. À ce titre, je souhaiterais que notre invité nous éclaire sur la question suivante. Quelles sont, selon lui, les raisons du retard ou de la réticence de la communauté internationale à reconnaître officiellement les génocides survenus en République démocratique du Congo? J'ai dit honorable président. Merci honorable Aridja. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole pour rencontrer la question et profiter pour adresser un dernier mot au peuple congolais qui commémore aujourd'hui les génocides. Alors je pense que j'ai répondu à cette question à l'entame de mes propos. Il y a un travail à faire, un travail interne à faire. Les puissances occidentales, les puissances régionales aussi, il faut en parler, parce qu'ils ont aussi un projet expansionniste, ne reconnaîtront, à mon humble avis, peut-être pas aujourd'hui, les génocides de Congolais. Parce que si on reconnaît les génocides de Congolais, il faut mettre à la barre le Rwanda, il faut mettre à la barre l'Ouganda, il faut mettre à la barre des personnalités politiques régionales, il faut mettre à la barre les multinationales américaines, il faut mettre à la barre les multinationales canadiennes et d'autres puissances étrangères. Donc, tant que nous ne serons pas une puissance militaire, tant que nous ne serons pas un grand pays, tant que nous ne construirons pas une nouvelle civilisation qui se base sur l'identité nationale et la volonté de puissance, je ne pense pas que ces États vont reconnaître notre souveraineté, vont reconnaître notre souffrance, vont reconnaître justement nos douleurs. Ça ne se fera pas tant que nous ne serons pas puissants. Il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu, il y a l'entreprise Sony, il y a l'entreprise Microsoft, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Et le faire maintenant, c'est mettre en danger certains intérêts économiques. Donc il faut qu'on puisse beaucoup réfléchir sur ce sujet. Si je dois adresser un message pour conclure sur mon intervention, je pense qu'on doit tous prendre conscience du fait que nous vivons une crise existentielle sans précédent. Ils veulent commettre ce que j'appelle les congocides. Ils veulent nous faire disparaître. Ils ne veulent pas que nous soyons les véritables possédants de ce pays. Que nous soyons le véritable détenteur de nos richesses. Ils ne veulent pas cela. C'est bien de parler de nos millions de morts. C'est bien de les honorer. Mais la meilleure manière de les honorer, c'est de continuer à combattre aujourd'hui. C'est d'intégrer les structures qui se battent pour la révolution. Raison pour laquelle nous avons créé le Front gardien de la souveraineté congolaise. Là où ils sont nos millions de morts, ils ont besoin de voir le Congolais en train de se battre
et peut-être même dans un futur proche, faire subir aux extrémistes Tutsis rwandais ce qu'ils nous font subir aujourd'hui. La meilleure manière de les honorer, de les commémorer, de les valoriser, c'est de devenir une puissance mondiale. C'est le destin que certains ne veulent pas pour nous. Et s'ils ne veulent pas pour nous, on doit le faire pour nous. Le Congo est en danger. Nous sommes tous en danger. Nos enfants sont en danger. Nos futurs petits-enfants sont en danger. Prenons conscience de ce fait. Aujourd'hui, chaque peuple est en train d'imposer son identité dans le monde, quitte à faire disparaître les autres. Trump s'est levé un jour, il dit qu'il veut occuper la Groenland, qu'il veut faire du Canada la 51e province des États-Unis. En France, vous voyez la montée de l'extrême droite. Ils veulent imposer la puissance française. Vous voyez en Russie la reconstitution de l'empire russe, de Pierre le Grand. En Corée du Nord, il y a un Kim Jong-un qui dit que mon pays ne peut pas être le valet de puissance mondiale. Vous allez en Chine où il y a la reconstruction de l'empire chinois. Donc le monde est en train de changer. Il y a une reconfiguration du monde. Et cette reconfiguration est basée sur le rapport de force. Vous n'êtes pas puissant, on vous écarte. On vous domine. On vous fait disparaître. Un peuple qui n'est pas fort en ce 21e siècle avec une arme nucléaire, avec une économie puissante, avec des entrepreneurs locaux puissants, ces peuples-là continuera à être l'esclave de peuples puissants. C'est cela mon message. J'aimerais bien vous donner un message de douleur pour vous faire ressentir cette douleur que je ressens en moi, mais je n'ai que ça comme propos aujourd'hui. Mettons dans notre tête que le Congo, soit nous sommes une puissance mondiale, soit nous sommes une boutique des minerais stratégiques de puissance mondiale. Il n'y a pas de demi-mesure. Les ancêtres ont parlé. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur national. Depuis le début, vous citez toujours les ancêtres. J'espère qu'à la fin de l'émission, vous me montrerez les secrets pour me relier aussi à mes ancêtres. Merci de nous avoir entretenus sur ces sujets combien importants. J'espère que vos messages, parfois très durs, arrivent aux oreilles de ceux qui veulent bien l'entendre pour que les lignes bougent, que la rigueur soit de mise et que la question de notre mémoire collective soit prise au sérieux et très au sérieux. Pour chuter, nous allons, comme nous l'avions annoncé, accorder la parole au député provincial du Sud Kivu, élu de Bukavu, l'honorable Amani Katembera Didier, qui va placer un mot sur les Génocost et nous dire, lui en tant qu'élu, qu'est-ce qu'il pense et quel message il peut adresser à tous les compatriotes qui sont en ce moment. À Bukavu, vous avez la parole, quelques minutes pour vous adresser aux concitoyens que vous suivez. Merci beaucoup de la parole m'accorder. Honorable président du Parlement des jeunes étudiants de Kinshasa, honorable parlementaire étudiant de Kinshasa, bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je demande une minute de silence pour tous ces morts, les 10 millions de morts qui sont malheureusement tués par cette guerre qui a fait 3 décennies sur notre territoire national. Une minute de silence. Merci. Il me semble qu'on a fait quelques secondes. Voilà, parce que le temps nous est jaloux. Très bien, voilà, mais ça vaut son pesant d'or d'honorer la mémoire de... D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Didier Katembera. C'est ça le nom qui est connu à l'Est, notamment dans les provinces du Nord, Sud Kivu et Maniema. Mais on m'appelle Amani Katembera Didier. Je suis député provincial élu de la ville de Bukavu
dans la province Sud Kivu. Avant d'être député, j'ai une liste derrière moi, en tout cas une longue liste. Je suis passé par beaucoup d'histoires, par les militantismes, dans les mouvements citoyens, tout ce que vous connaissez comme mouvement citoyen, je suis passé dedans. Je suis passé par les organisations de la société civile, et voilà, je suis passé par la sensibilisation des jeunes à quitter les groupes armés et aujourd'hui député provincial. Donc comprenez que à 35 ans, aujourd'hui député provincial, je ne l'ai pas eu par les noms de mon père, je ne l'ai pas eu par les noms de la famille, je ne l'ai pas eu par l'argent, je l'ai eu par la lutte que j'ai menée en faveur de nos populations, notamment les jeunes de la province de Kivu, notamment de la ville de Bukavu. Alors je suis né un certain 10 avril 1990. Est-ce que vous pouvez aller dans le sujet pour besoin de temps, sinon la présentation, le nom nous suffit. Tout à fait, un certain 10 avril 1990, dans la guerre à Bukavu. Et j'ai connu comment les frontières de notre pays ont été ouvertes pour le réfugié rwandais qui quittait leur pays pour venir s'abriter au Congo. C'était en 1994 et moi j'étais en train de voir. Et après ça, en 1996, vous avez vu comment est-ce que le pouvoir a été renversé par Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL et avec le soutien de 3 armées étrangères, notamment l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et l'armée burundaise à l'époque. Et en 1998, en 98, un certain 2 août 1998, c'est là que la guerre du Congo a commencé. Une guerre qui aujourd'hui nous fait plus de 10 millions de morts. C'est pas 6 millions mais plus de 10 millions de morts. Des Congolais qui sont morts. Voilà pourquoi nous on vous dit la guerre ne se passe pas à 2000 km. La guerre se passe au Congo. Notre pays est en guerre. Voilà pourquoi nous avons toujours condamné ces politiques ou ces politiciens qui disent que la guerre est à l'Est. Non, la guerre n'est pas toujours seulement à l'Est. Parce que vous vous rappelez, en 1998, lorsque la guerre du Congo a commencé, nous avions eu 3 rébellions, notamment dans la partie ouest avec l'MLC, dans la partie est avec les RCD, et dans la partie nord-est, parce que le RCD s'était plié en 2 groupes, l'RCD KML qui était dans le nord-est et l'RCD Goma qui était dans la partie est. Et là, nous allons évoluer jusqu'en 2001 où Laurent Désiré Kabila des mémoire a perdu sa vie, il a été assassiné ici à Kinshasa. Et en 2003, c'est là que notre constitution, vous le savez, a été promulguée et tout à travers un dialogue des Sans City. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Je peux me tromper par rapport aux dates ou aux années, mais c'est ça. Et donc, en 2003, 2003 ou 2002, je ne sais pas, on a créé un gouvernement avec un président et 4 vice-présidents pour savoir se partager les gâteaux à travers ce qui était discuté à Sun City. On s'est bien partagé les gâteaux, mais après ça, la guerre a commencé. Et là, on a connu plus de 200 groupes armés entre 1998 et aujourd'hui. On connaît plus de 200 groupes armés locaux, mais aussi autour de 5 groupes armés étrangers, notamment parmi lesquels vous avez les M23, qui a connu autant de noms. Ça a commencé par les RCD, puis les CNDP, après les M23-1, les M23-2, je ne sais. Et l'MLC, lui, a pris fin quand les génitaires Bemba est entré au gouvernement. C'est là que l'MLC a pris sa fin. Donc, entre 2007 et aujourd'hui, nos villes, la ville de Goma et la ville de Bukavu, nous sommes en guerre. On n'a pas connu une seule nuit sans crépitement de balles. Je me rappelle plusieurs fois, on passait nos nuits à la Belle Étoile parce que nos maisons étaient parfois visitées par les armées souvent étrangères. On a connu plus de 10 millions de morts, je l'ai dit. Plusieurs enfants ont été enregistrés dans les groupes armés, autant de femmes violées. Je ne sais pas ici citer les nombres parce qu'il y en a des par milliers. Autant de minerais pillés,
notre sol et sous-sol a été pillé systématiquement. Quand je parle du sol, je vois les cacao de Beni qui a été pillé. Quand je parle du sous-sol, je vois l'or du Kivu, je vois les coltons, les cassiteries du Kivu qui ont été systématiquement pillés. Veuillez chuter, honorable Amani. Et voilà, merci beaucoup, je vais atterrir. Et donc, nous sommes en train de demander, comme population de l'Est, nous l'avons toujours demandé, que la paix revienne. Nous sommes éclairés quand on parle de la question de la paix, particulièrement à Kinshasa. On le parle avec une certaine légèreté, pendant que ce sont des personnes qui meurent chaque jour. Ce sont des jeunes qui sont enrôlés par force, comme aujourd'hui. On a enregistré plus de 5000 jeunes qui ont été enregistrés par la force dans le mouvement M23, mais silence radio. Alors nous remercions le président Félix Antoine Tshisekedi pour l'effort qu'il est en train de fournir, notamment avec la guerre diplomatique qu'il a lancée il y a peu de temps. Et aujourd'hui, on est en train de voir que la paix va revenir. C'est vrai, nous on veut une paix durable, pas une paix de facettes. Une paix qui vient et 5 ans après, on assiste à une autre guerre qui vient pour piller, pour tuer et pour massacrer. Donc nous on veut une paix durable, pas une paix des facettes qu'on nous amène ou qu'on nous importe de je ne sais pas où. On peut, c'est vrai, critiquer l'accord qui a été signé entre le Congo et le Rwanda, mais moi je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes le seul riche dans votre maison, dans votre quartier, et que tous vos voisins sont pauvres, comprenez que vous serez toujours attaqué par ces voisins. Ils vont toujours vous attaquer. Donc nous devons développer une politique qui nous permet de mieux vivre avec nos voisins. À travers ce que nous avons commémoré, parce que notre guerre, c'est une guerre économique aussi. Nous devons développer des stratégies qui nous permettent de mieux vivre avec nos voisins. Si par les transports de nos minerais, je ne sais pas, si par des partenariats gagnant-gagnant qu'on signe, aussi bien avec les multinationales en Europe, que des investisseurs étrangers, africains ou non, qui viennent et travaillent au Congo, nous, on n'a pas de problème. L'essentiel, c'est que les Congolais, les peuples congolais vivent de ces richesses et que dans la paix, on construit notre pays, dans la paix, on développe notre pays. Voilà, je n'ai pas eu assez de temps pour résoudre tout ce que j'avais malheureusement, mais s'il y a une question qui m'est orientée, je suis là, je peux répondre à une seule question. Alors, on trouvera tout le temps de programmer une plénière tout entière avec vous pour échanger sur la situation du Kivu, mais moi je vais vous poser 2-3 petites questions et je vous accorderai 2 minutes pour répondre rapidement. Vous êtes à Kinshasa, alors qu'au sud Kivu, il y a la crise. Qu'est-ce que vous faites, vous, député provincial à Kinshasa? Bon, merci beaucoup de la question posée. Je suis à Kinshasa, pourquoi? D'abord, nous sommes en vacances parlementaires. Les vacances se font à la base. Attends un peu. Nous sommes en vacances parlementaires, donc le député, quand il est en vacances parlementaires, il peut aller où il veut dans son pays. Okay. Le deuxième élément, c'est que notre province, notre ville, je suis un élu de la ville de Bukavu, est occupée par la rébellion. Et quand on est élu député, on a un mandat du peuple. On travaille avec un pouvoir légalement établi. Et donc le pouvoir légalement établi n'est pas dans ma ville. Et donc pour éviter d'être courtisé, pour éviter d'être forcé à adhérer à la rébellion, j'ai jugé bon de quitter la ville et en dehors de ma ville, continuer à mener des plaidoyers parce que le député, il a aussi une mission de plaider pour sa population. Vous ne tenez plus donc, de plaider donc je suis en train de plaider la cause de ma population. Chaque fois que je suis là, je parle aux autorités pour faire pression et que la paix revienne au sud Kivu, au nord Kivu. Le temps que je suis là, j'ai mené autant de plaidoyers. Ça fait combien de temps que vous êtes à Kinshasa, s'il vous plaît? Ça fait déjà 2 mois au total que je suis là. Donc j'ai mené autant de plaidoyers en faveur de mon peuple, la ville de Bukavu. J'ai plaidé pour que les frais des personnes d'examen d'État soient supprimés pour la ville de Bukavu et la ville de Goma, et ça a été fait. Et autant je n'aurai pas assez de temps pour dire tout ce que j'ai fait pendant que je suis là, mais retenez une chose, que je suis jeune, j'ai un avenir politique devant moi et je dois travailler pour que le peuple qui m'a élu trouve en moi quelqu'un en qui il faut avoir confiance. Parfait. Une dernière question pour qu'on reprenne la situation. Donc, au sud Kivu, l'Assemblée provinciale ne travaille pas depuis l'arrivée de la rébellion. L'Assemblée provinciale travaille.
elle travaille dans la ville d'Ouvira. Donc on a déplacé toutes les institutions, aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu, dans les villes qui n'ont pas été occupées, notamment pour le sud Kivu, la ville d'Ouvira, et pour le nord Kivu, la ville de Butembo et Beni. C'est là que sont logées actuellement, provisoirement, les différentes institutions de ces deux provinces. Parfait. Donc à la rentrée parlementaire, vous allez rentrer déjà le 30 septembre, je serai à Ouvira pour la rentrée parlementaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir honorés d'avoir participé. Ça vous permet de voir comment nous nous organisons. Et avant que vous ne rentriez, nous allons nous organiser pour faire une plénière spéciale focus situation du Sud Kivu. Et nous échangerons donc en long et en large sur tous les plaidoyers que vous avez issus au niveau de Kinshasa. Nous vous remercions. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup et toutes mes félicitations pour le travail que vous faites aujourd'hui parce que nous sommes une jeunesse pas de demain. On n'est pas les dirigeants de demain, mais on est les dirigeants d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai 35 ans, mais je suis député. Cela n'est pas exclu pour certains parmi vous qui travaillent, qui font montre au peuple ce dont ils sont capables. Parce qu'on a voté pour des gens qui sont des commerçants. Un député, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Mais quand tu es un député commerçant, un député businessman en politique, ça fait que voilà des conséquences à Kinshasa. La ville est tellement sale. On a qu'il y a une assemblée provinciale ici. Quel travail donc vous faites? Vous venez de Bukavu malheureusement, pour critiquer malheureusement, je vis des choses. Ça doit pas vous faire rire. Les Quinois. Ça doit pas vous faire rire. Je l'ai dit parce que les larmes coulent. Au fond Absolument, nous comprenons. Donc il faut bien voter parce que c'est là que commence le pouvoir. Il ne faut pas se lamenter que le pays est mal géré, mauvaise gestion et tout. Pendant que c'est vous qui l'avez donné. Donc il faut voir là-dessus. Merci beaucoup les Quinois en ont pour leur compte. Comme ça, ils vont essayer d'assainir leur ville pour que nos invités, nos élus d'autres provinces en prennent pour modèle, la capitale congolaise. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Honorable Enoch pour clôturer la plénière. Merci honorable président. Nous allons libérer les bureaux du Parlement d'étudiants, ensuite les invités et après les honorables parlementaires.